Bonjour et bienvenue à ES Ça roule, notre tournée des entreprises d'économie sociale dans la région des Basses-Laurentides. Cette semaine, on discute environnement. Ah, c'est pour ça que tu étais bien en vert? Oui, moi, je suis toujours thématique, tu le sais. Ah, bon, j'ai pas eu le mémo. On va aller discuter de gestion de l'eau avec Abri-Nord. Mais tout d'abord, on est à l'écocentre de Saint-Jérôme. On va parler de réemploi des matières et d'implication dans la communauté avec M. Pierre Bruyère. M. Bruyère, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Oui. De ce qu'on voit ici, c'est un petit peu la pointe de l'iceberg, je crois. C'est un bon terme. Oui. Oui. Puis vous êtes un recycleur de la première heure, là. Comment est-ce que c'est venu chez vous, ce souci-là du réemploi? Non, moi, j'ai passé 30 ans dans la gestion des déchets. J'ai commencé dans la gestion des déchets. Après ça, au recyclage de papier, carton jusqu'au bois. Puis maintenant, je suis rendu au réemploi. C'est comme si j'avais fait ma carrière à l'envers. Au lieu de commencer par le bon bout, j'ai commencé par le mauvais, par les déchets. Mais aujourd'hui, je suis très fier d'être rendu ici. Puis surtout à l'écocentre de Saint-Jérôme, ceux de la MRC Rivière-du-Nord, à cause du réemploi, l'emphase qu'ils ont mis avec les années, que mon prédécesseur Alain Bellé ont mis les efforts pour construire la valeur, les comportements de réemploi. Puis on voit aujourd'hui, grâce à des investissements du Fonds Éco-Leader, on se ramasse avec une bâtisse comme celle-là, et qui est un modèle pour reproduire ailleurs au Québec pour favoriser le réemploi. Puis là, si on parle en termes de qu'est-ce qui est venu avant, la poule ou l'œuf, qu'est-ce qui a influencé l'un ou l'autre? Est-ce que Pierre Bruyère a influencé l'écocentre ou est-ce que l'écocentre a influencé Pierre Bruyère? J'étais sur le bord de la retraite, puis j'ai déménagé ici à Gore, où c'est que c'est très tranquille. Puis je me cherchais de quoi pour faire profiter de mon expérience. Puis il y avait une application comme directeur général. J'ai rencontré M. Bouchard, Jacques Bouchard à l'époque, encore aujourd'hui, qui est président du CA. Et on a cliqué. Puis quand j'ai vu ce qu'il y avait ici, le potentiel, j'ai tout de suite sauté. Moi, je viens d'une famille, j'ai été élevé sur la rue Saint-André, derrière la Plaza Saint-Hubert. Puis ma grand-mère passait la Plaza avec moi quand j'avais une dizaine d'années, puis on ramassait la guenille pour faire des tapis, pour faire d'autres choses. Ouais. Je suis dans mon milieu, puis je suis un patenteux. Ça fait que ici, je suis bien tombé, puis avec mon côté environnement, de background, d'opération, je suis comme un poisson dans l'eau. L'entreprise ici s'appelle Développement durable Rivière-du-Nord. Vous gérez 4 écocentres. Qu'est-ce que ça implique de gérer tous ces écocentres-là? Bien, c'est une vision commune pour les villes. Pourquoi que les écocentres ont été faits, il ne faut pas oublier, c'est pour réduire la facture de la gestion des matières résiduelles. Comment qu'on le fait mieux? Tout ici, les 5000 tonnes qu'on va récupérer, valoriser, réemployer, s'en vont à l'enfouissement, ça a un coût. Ça fait qu'il y a déjà une économie pour les villes de ce côté-là. Puis la partie réemploi, on réalise que financièrement, oui, c'est un bon apport. Mais c'est pas juste l'aspect financier, c'est de redonner au suivant, comme je disais. Les groupes communautaires en ont besoin ou quoi que ce soit, viennent nous voir. On a des projets avec des bénévoles, des gens qui ont des initiatives. On est prêt à les encourager pour le but ultime, ne pas jeter ou éviter le recyclage si c'est possible. Puis c'est des termes qu'on entend régulièrement ou de plus en plus maintenant, développement durable. Qu'est-ce que ça implique pour vous, le développement durable? Développement durable, là, garder ça simple pour moi, c'est de faire les bonnes décisions pour protéger notre planète. Tout le monde, on parle de changement climatique. Hier, l'ONU parlait qu'on est aux portes de l'enfer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Puis ici, on offre l'opportunité aux gens de faire des petits gestes, mais qui rapportent plus tard. Au lieu de jeter, venez le porter, donnez la chance à quelqu'un d'autre de l'utiliser. On est dans le mois là, de la deuxième main. C'est un message à passer, de dire, pensez-y. Pas obligé de l'emmener à l'écocentre, pas besoin de l'emmener dans une friperie. Pensez à votre famille, à votre entourage, de changer vos comportements de consommation. Vous avez besoin de quelque chose. Est-ce que je peux utiliser et réemployer? On pense à des marketplaces qui se mettent en place, les Kijiji de ce monde, les réemplois. Il y a une culture qui est en train de changer. Et ça, c'est des pas faciles puis intéressants. C'est ça, le neuf n'est pas toujours obligé d'être la première option. Exactement. Quelqu'un se débarrasse pour une question de mode de ses vieilles lampes, de son lavabo, mais qui est neuf parce qu'on a changé de goût ou je suis un nouveau propriétaire, j'aime pas le style de l'ancien. Bien, prends le temps de le réemmener. On voit ici à l'extérieur là, toutes les possibilités qu'il y a, au niveau même des matériaux, pas juste les objets, des matériaux de construction qu'on peut servir. On a beaucoup de gens qui viennent, puis ils ont des projets.
Avant tout, il faut avoir des projets puis de se dire on est capable de le faire. Oui. Je pense à des gens qui vont prendre des fenêtres puis ils vont faire pour leur serre au printemps que ça soit brillé. Des idées, en voulez-vous, il y en a des milliers. Puis c'est fun à entendre, c'est les gens qui créent les choses avec ce qu'on leur offre. Absolument. Puis, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre développement durable et économie circulaire, qu'on entend aussi beaucoup parler? Économie circulaire, il faut garder dans notre communauté, dans notre entourage. Pourquoi envoyer du matériel à l'extérieur puis qu'ils nous reviennent par bateau quand il y a des choses qu'on peut faire nous autres mêmes? Pourquoi juste même au réemploi, aller acheter un outil qui a été fabriqué à l'extérieur du pays, qui a été distribué ici, pendant qu'il peut y en avoir une qui est encore bonne? Commençons à travailler autour de nous autres, autour de nos familles, autour de notre entourage. Qu'est-ce qu'on peut échanger? Pas juste consommer pour nous autres, utiliser les outils, les équipements, les investissements qu'on a pour faire bénéficier tout le monde. Puis de tous vos partenariats et de tous vos projets que vous menez ici, pouvez-vous nous en nommer un dont vous êtes particulièrement fiers? Je te dirais, il y en a plus qu'un. Ouais. À voir, puis c'est de simplifier, puis d'offrir un accueil aux gens, de venir, puis de trouver ça agréable de faire du réemploi. On s'est mis à peser le matériel pour qu'on soit capable de dire à Recyquébec, voici combien il y a réemploi. Donner des vraies données. Si on est numéro 1, bien qu'on soit une référence, puis c'est ça, avec l'équipe qu'on a ici, on leur dit souvent, hey, il faut être le modèle, de bien servir, d'être propre, de trouver des initiatives, puis la collaboration des employés. Quand on fait des initiatives, admettons, la Guignolée, c'est pas parti d'en haut, c'est des employés qui ont dit « Hey, comment on participe avec notre communauté? » Ça, chapeau. Merci beaucoup, Pierre. Il y a Geneviève qui vous attend à l'intérieur. Je pense que vous allez y montrer des petits coins du magasin. On a des belles choses. Vous avez des belles c'est choses? un beau concept aussi. Bon, je vais aller magasiner, moi, je pendant ce temps-là, je pense. Parfait. Quand on pense à Écocentre, on pense pas nécessairement à ce qu'on voit ici en ce moment. On est dans la zone du réemploi, là, ça fourmille. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, à Saint-Jérôme, c'est particulier. On dit qu'on est l'écocentre numéro 1 au Québec pour le réemploi, pas pour une question de tonnes. Alors, c'est un choix que Saint-Jérôme puis les gens de la MRC ont fait il y a plusieurs années de dire on encourage le réemploi. Et aujourd'hui, on est rendu où est-ce qu'on est là avec une bâtisse de 10 000 pieds carrés accordée pour le réemploi. Où est-ce qu'on va retrouver toutes sortes de choses. Des outils, des meubles, des ustensiles, des jouets, de tout. Dans les écocentres, normalement, les gens vont amener les matériaux de construction, leur peinture, les fluorescents. Ici, il y a la grosse portion réemploi que les gens de la région amènent. Ils savent que ça va être réemployé. Et c'est une conscience, ça, qui est établie puis qu'il faudrait pousser ailleurs, là, dans la région ou au Québec, dans son ensemble, ce comportement-là a changé là, de réemploi. On voit que ça fonctionne ici. Là. Parlant de comportement, vous êtes un peu aux premières loges pour voir de quoi ont l'air nos vies, avec qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on rapporte. C'est quoi les comportements que vous avez vus changer? Ou est-ce qu'il y a des matières ou des objets que vous ne voyez pas avant, que vous voyez maintenant? Avant, c'était beaucoup vaisselle. Je vais garder ma vaisselle, mes parents me laissaient. Mais là, c'est de tout. Des outils. On récupère même les vis et les clous pour faire des pots mélangés. Pour aider les groupes communautaires, on va préparer des boîtes pour de la vaisselle, avec des assiettes, les couteaux, fourchettes. Il y a tellement de choses que les gens, on jette, on se dit « Ah non, c'est plus bon », mais ça peut tellement servir à d'autres gens. Fait que ça, c'est pas juste « On va amener des antiquités, ça a un peu de valeur ». Il y a plein d'autres choses qui peuvent servir. Fait que ça, c'est tous des comportements qui ont changé. Les gens ont plus conscience de ça. Est-ce que c'est par des lieux comme ici que cette conscience-là se développe? Bien, ça s'encourage beaucoup. Au niveau des friperies, je te dirais qu'ils sont beaucoup, quand on parle avec des collègues là, qui sont dans les friperies, entre autres Eclipse, boutique Eclipse, beaucoup les vêtements, les gens ont utilisé. Puis c'est les gens qui viennent ici et disent « Vous n'avez pas de vêtements? » Non, nos vêtements s'en vont tous chez Eclipse. Et ça, ce comportement-là des vêtements est déjà parti. On le sent bien que les gens vont aller chercher des vêtements, moindre coût, quelque chose quand même de bonne qualité. Et là, quand on voit l'exemple qui se passe ici à Saint-Jérôme avec l'écocentre, puis même dans nos autres succursales de Prévost puis de Saint-Hippolyte, les gens vont voir qu'est-ce qui peut être utilisé. C'est pas juste des choses qui sont bonnes, c'est la partie du patenteux qui va dire « Hey, avec telle affaire, je peux faire d'autres choses. » C'est plein. Pas juste le patenteux, il y a la patenteuse aussi. Il y a l'artiste qui va dire « Hey, moi, je suis capable de bricoler des choses. » Le mois passé, on avait le mois des artistes avec du recyclé.
Et ça, c'est intéressant. Tu as la personne qui court des antiquités, puis il va chercher des choses spéciales, qui va le trouver. Et tu as le revendeur qui veut se faire une pièce, puis il va dire hey, oui, il y a des bonnes affaires, je l'ai acheté à 10 puis je peux en tirer un profit si je le revends à d'autres endroits. Il y a tous ces types de personnes-là. Il y a un mouvement de personnes ici. Qu'est-ce que ça crée comme milieu communautaire? Le milieu communautaire, c'est le fun que tu en parles, Geneviève, parce qu'au centre du réemploi, il y a la communauté, ceux qui sont dans le besoin. On dit, les gens sont venus porter, il n'y a pas de frais pour laisser des matières qui peuvent être au réemploi. Alors, ça nous est donné à zéro. Mais on est là pour la gestion des matières résiduelles des villes, essayer de réduire la facture. Mais avec les maires qui sont sur le conseil d'administration, les élus, c'est qu'ils ont dit, oui, si le communautaire en a besoin, on leur donne le matériel. Mais il faut que ça passe par les organismes communautaires. Alors ça, c'est très encourageant. On parle des assiettes, ils font quelque chose, ils ont des familles où ils ont une activité communautaire, n'achètent pas des assiettes en styromousse ou même en carton. On a. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est que tous ces gens-là aussi développent un comportement, ils ont un réseau, puis ils voient que l'éco-centre existe, puis c'est pas juste les vêtements, c'est toutes sortes d'autres matériels là, qui est possible d'utiliser. Là. Puis qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour faire notre part? C'est facile. Avant de jeter, dire « je débarrasse, déménage », je pense entre autres à des maisons, des familles on en voit beaucoup qui arrivent, qui ont fermé maison. Les parents ont décédé, c'est plate à dire, mais ils ont tellement des richesses. Puis là, OK, on va se débarrasser de ça, on met ça dans le container, on met ça dans le trailer, on s'en va le porter aux déchets. Et ça, c'est une perte majeure. Toutes ces choses-là, laissez la chance de l'emmener, de le présenter, de faire ces choses-là. Mais avant tout, commencez dans vos familles. On regarde avec les vêtements, qui en a de besoin, s'échanger, surtout ceux qui ont des enfants. Au niveau du matériel, tu as un jeune qui s'en va à l'école, tu as un ami qui s'en va à l'école, as-tu besoin d'un meuble, as-tu besoin d'une lumière? Toutes ces choses-là, on devrait éviter, puis l'offrir au moins dans notre milieu. Puis ici, au niveau communautaire, c'est un mode qui se développe bien. Puis on regarde les jeunes familles, c'est un aspect qu'on ne touchait pas. Puis c'est une cliente qui est arrivée, Sophie André. On lui a demandé son opinion, qu'est-ce qui nous manque? Elle dit, pour votre coin, enfant n'est pas très gros. Bien, aujourd'hui, on l'a développé et ça marche parce que les gens viennent avec les familles. Puis ça, c'est de voir les jeunes familles qui arrivent. Avant, on avait... C'est l'avenir aussi. Bien, exactement, c'est ça, c'est le fun. Tu sais, de voir tous les gens, familles, jeunes familles. Puis là, je vois toute ta passion, le dynamisme, puis je suis certaine que toute ton équipe est dans la même lignée. Oui. C'est quoi vos aspirations pour les prochaines années? Bien, que ça se développe plus, le réemploi, qu'on en prenne conscience. On essaie de sauver la planète de toutes les façons, puis on se dit « je peux pas rien ». Mais réemployer, c'est quelque chose de simple. Oui, ça nous prend des infrastructures. Quand je parle de Resti-Québec, dans la hiérarchie des 3 RVE, où c'est la réduction, le réemploi est en deuxième, mais on a beaucoup focusé sur recyclage et valorisation énergétique. Oui, c'est des gros tonnages, mais l'impact de réemploi est très important à considérer pour le futur. Merci beaucoup, Pierre. Nous, on s'en va plonger dans la gestion de l'eau avec Abri-Nord. Hey, ma fille est sur le conseil d'administration d'Abri-Nord. Bon, des belles familles impliquées, on aime ça. Bonjour Mélanie. Bonjour. Est-ce que tu peux me décrire un peu ce qu'est la mission d'Abri-Nord? Pour simplifier un peu la chose, c'est la protection de la ressource en eau. Puis on fait ça en implantant la gestion intégrée de la ressource sur le bassin versant de la rivière du Nord. OK, c'est beaucoup de termes compliqués pour moi, là. Gestion intégrée, qu'est-ce que ça implique? La gestion intégrée, c'est qu'on gère la ressource dans son ensemble, puis par bassin versant. Donc de l'amont de la rivière, qui est la partie la plus haute, vers l'aval, jusqu'où elle s'écoule. Donc aussi tous les cours d'eau qui se jettent dedans. Donc, tout ce territoire-là, on implique tout le monde sur le territoire pour la gérer ensemble. Comment elle va, la rivière du Nord? C'est une question difficile. Cet été, elle a paru dans les manchettes quelques fois là, pour sa piètre qualité. Il y a plusieurs enjeux, là, on ne se le cachera pas. Sur la partie aval de notre territoire, qui est plus agricole, plus en zone aussi argileuse. Donc, il y a plus de sédimentation. Puis, les critères de qualité sont souvent dépassés au niveau des concentrations de phosphore. Donc, ça, c'est un élément nutritif qui peut causer une prolifération des plantes aquatiques là, excessive.
Puis plus dans le nord, ben la problématique, c'est moins... La rivière est en meilleur état, mais la problématique, c'est plus les déversements d'eau usée. Ah oui, OK. Puis vous, à l'organisme, ce sont qui vos interlocuteurs? Est-ce que ce sont les citoyens ou est-ce que vous êtes plus impliqués auprès d'autres instances? Je vous dirais qu'on fait beaucoup de partenariats avec le monde municipal parce qu'ils sont les gestionnaires du territoire. Donc, ils ont aussi des décisions à prendre en termes d'aménagement du territoire. Donc, ils ont une grande influence sur la qualité de la ressource. Puis, ils ont aussi des responsabilités là, pour sa gestion. Mais on collabore aussi avec d'autres intervenants. Là. On a des représentants sur notre table de concertation du milieu communautaire, puis aussi du milieu économique. Donc, pas juste municipal. Ça, c'est une autre structure, la table de concertation. Parlant de structure, justement, bon, vous êtes une entreprise d'économie sociale, donc c'est sûr que vous avez un CA aussi. Donc, quel genre de personnes s'impliquent sur un CA pour un organisme comme Abri-Nord? Des personnes qui ont à cœur la santé des écosystèmes, l'environnement, la ressource en eau. Nous, notre CA aussi, il y a un objectif de représentativité au sein du CA pour les secteurs économiques, communautaires et municipaux. Donc, il y a des sièges réservés à chaque MRC de notre territoire, les 5 principales. Il y a 3 représentants du milieu communautaire, donc des organismes en environnement aussi. Puis, il y a aussi 3 sièges réservés au secteur économique. Donc, il y a un siège réservé à un représentant de l'UPA, les producteurs agricoles. Il y a aussi une coopérative de propriétaires de boisés privés, donc la foresterie. Puis, on a aussi les ONAIA sur notre CA. Donc, vous avez un portrait quand même assez global de la population sur votre CA. Oui. On pourrait dire ça. On a aussi un siège citoyen. OK. Ouais. Puis, au niveau de vos opérations, comment est-ce que le CA s'implique? On a un comité de gestion qui est plus impliqué là, au niveau des décisions, de la gestion de l'organisme avec moi. Sinon, le CA, on a des rencontres à peu près 6 fois par année, 5-6 fois par année, pour faire un suivi des dossiers, des projets, du budget, etc. Puis, justement, tu mentionnais la différence entre au nord, où c'est beaucoup moins agricole, le sud, ça l'est plus. Comment vous faites pour concilier ces différentes réalités-là? Bien, on se spécialise un petit peu dans les différentes problématiques propres à chaque type de territoire, puis on coopère avec les bons acteurs là, pour adresser ces problématiques-là. Là, tu mentionnais que la rivière du Nord, c'est d'à peu près Saint-Donat jusqu'à Saint-André-l'Argenteuil. C'est une bonne distance à couvrir. Il y a en plus beaucoup de milieux humides là-dedans, des lacs, des affluents, pas des affluents, comment tu as appelé ça tantôt? Des tributaires. Des tributaires, exactement, des tributaires. Donc, comment est-ce que vous faites pour couvrir tout ce territoire-là? Vous êtes combien dans votre équipe? Dans notre équipe, on est 6 actuellement. Puis on collabore beaucoup, comme je le disais, avec le monde municipal, là, qui sont les gestionnaires du territoire pour, c'est sûr, être capable de couvrir tout ça. Puis aussi, on utilise les données géomatiques aussi pour analyser le territoire. Donc, on a beaucoup de données qu'on a accès avec le ministère, les différents partenaires, différentes ressources aussi. Donc, on a accès à beaucoup de données, puis on est capable d'analyser le territoire aussi à partir de ces données-là. Puis toi, depuis le début de ton engagement envers Abri-Nord jusqu'à maintenant, est-ce que tu as vu un changement, une évolution? On mobilise beaucoup les partenaires pour qu'ils s'engagent. Donc, nous, c'est sûr que notre mission, entre autres, c'est de faire un plan concerté pour adresser les problématiques prioritaires associées à la ressource en eau. Donc, on fait le plan, mais après, on accompagne aussi les acteurs pour le réaliser, pour qu'ils développent leurs compétences pour être capables de mener à terme leurs objectifs puis d'améliorer la qualité de l'eau. Je pense qu'au niveau de la mobilisation, là, oui, de plus en plus, les partenaires réalisent l'importance qu'ils ont pour protéger la ressource en eau. Mélanie, moi, j'ai une question qui peut sembler vraiment évidente, mais pourquoi c'est important de se préoccuper de la santé de la rivière du Nord? Bien, la rivière du Nord, sa qualité, c'est pas juste un enjeu pour la baignade ou pour les poissons, c'est aussi un enjeu d'eau potable. Il y a un gros lien entre l'eau de la rivière du Nord, l'eau de surface, et l'eau souterraine.
sur notre territoire. Puis on sait que les municipalités, ben, ils puisent leur eau beaucoup dans l'eau souterraine, mais il y a même des municipalités comme Saint-Jérôme qui la puisent directement dans la rivière du Nord. Donc c'est quand même important de se soucier de qu'est-ce qu'on rejette dedans là, pour la santé publique. C'est aussi un enjeu, ben, comme je l'ai dit, pour les écosystèmes, pour la baignade, etc., les loisirs. Des fois, on pense pas toujours à toutes les ramifications, là, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Puis là, j'ai su que vous aviez une table de concertation à Abri-Nord. Comment c'est venu? Comment ça s'est développé? On a un mandat du ministère de l'Environnement pour établir un plan directeur de l'eau qu'on appelle. Donc, ce plan-là, c'est un peu un plan d'action qui établit les problématiques qui sont prioritaires dans le bassin versant, puis les moyens qu'on se donne pour les adresser. Puis ce plan-là, c'est pas le plan d'Abri-Nord, c'est le plan des acteurs de l'eau du territoire. Donc, il doit être réalisé en concertation avec le milieu. Donc, avec notre mandat, on a aussi un cadre de référence qui nous enligne un petit peu sur la façon, certaines exigences pour établir la concertation. Puis nous, on a choisi d'y aller avec une table de concertation. Sur cette table-là, pour l'instant, c'est des gens distincts du CA. Donc, c'est pas au CA qu'on fait les rencontres de la table de concertation. C'est des moments distincts. Et on a quand même conservé pour l'instant la possibilité que le CA, les membres du CA puissent siéger sur la table s'ils le souhaitent. Donc, il y en a quelques-uns aussi qui sont impliqués et sur le CA et sur la table de concertation. Puis sur la table de concertation aussi, on a une représentativité au niveau des différents secteurs, donc le secteur municipal, économique, communautaire. Et on aimerait ça aussi que les territoires autochtones siègent sur notre table de concertation, évidemment. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Puis on cherche aussi quelqu'un pour représenter le secteur jeunesse. Toujours intéressant d'avoir la jeunesse autour de la table, puisqu'ils vont voir évoluer la rivière du Nord. Si on était un petit oiseau dans les rencontres de cette table de concertation-là, qu'est-ce qu'on verrait circuler comme enjeu? Actuellement, on vient de prioriser les problématiques prioritaires, dans le fond, pour le bassin versant. Ces 6 problématiques-là, c'est la surconsommation d'eau potable, la qualité de l'eau, les inondations, l'érosion, la destruction de milieux humides, puis les conflits d'usage. Qu'est-ce que c'est les conflits d'usage? C'est différents conflits qui peuvent survenir entre différents acteurs pour différentes utilisations qu'ils ont de la ressource qui sont en conflit. Donc, si par exemple, des gens utilisent un lac ou un cours d'eau pour naviguer, ils peuvent créer des conflits pour les gens que c'est leur lieu de quiétude, par exemple. Donc, il y a plusieurs conflits. Ça, c'est comme un exemple, mais il peut y avoir aussi des conflits sur la consommation de la ressource en période d'étiage. Est-ce que la priorité est aux industries qui utilisent la ressource ou aux municipalités qui approvisionnent leurs citoyens? Donc, ça peut être plein de choses, les conflits d'usage. Ça donne certainement des beaux moments d'éveil dans ce dialogue-là. Puis nous, les citoyens, les citoyennes, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans votre mission? Ce qui serait important que tout le monde peut faire pour aider la rivière du Nord, réduire leur consommation d'eau potable, éviter de jeter des choses dans les toilettes. Ça facilite beaucoup la tâche aux usines d'épuration. Vous pouvez aussi gérer les eaux de pluie sur votre terrain au lieu de les renvoyer dans le réseau pluvial. Donc, moins il y a d'eau qui sont acheminées dans le pluvial, plus que l'eau peut être filtrée dans le sol par les plantes, etc. Tandis que lorsque c'est acheminé dans le réseau pluvial, ça ramasse tous les contaminants, puis ça s'en va directement dans la rivière. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important.
utiliser des produits sans phosphate, évidemment. Ça, je pense qu'on est de plus en plus conscientisés. Puis, c'est ça, pour les eaux pluviales, garder le plus de végétation sur votre terrain là, pour la filtration, pour que l'eau s'infiltre puis recharge la nappe phréatique. C'est aussi quelque chose qu'on peut tous contribuer. C'est intéressant parce que je remarque que c'est pas seulement quand on est en contact direct avec l'eau, mais il y a plein de comportements auxquels on pense pas, qui ont un impact direct sur la gestion intégrée de l'eau. Oui, effectivement. On parle de comportement, des fois c'est aussi des compétences qu'on développe. C'est une des choses que vous faites chez Abrinor, vous aidez le développement des compétences des acteurs de l'eau. En quoi ça consiste exactement? Ça peut prendre différentes formes là, selon le type d'acteur qu'on accompagne. Mais souvent, on organise des conférences ou des ateliers pour présenter des nouvelles techniques ou des nouvelles façons de faire qui ont moins d'impact sur l'eau ou qui peuvent répondre là, ou adresser une problématique qui est prioritaire pour nous. Donc ça, c'est le genre d'événements qu'on peut organiser. On organise aussi des événements où les gens peuvent réseauter, échanger entre eux, partager leurs connaissances ou leurs projets. Puis on accompagne aussi nos partenaires dans le développement de projets concrets. Donc à Abrinor, on a plusieurs chargés de projets. On se tient beaucoup au courant aussi des sources de financement qui sont disponibles pour des projets liés à la ressource en eau. Donc des fois, si un acteur manque un peu d'expertise, puis que nous, on voit une opportunité passer, bien, on peut lui offrir de l'accompagnement dans un projet concret là, pour que ça puisse se faire. Puis comment ça se passe avec ces acteurs-là? Comment c'est reçu, cet accompagnement-là? C'est toujours bien apprécié, oui. Peu importe la forme que ça prend, c'est toujours très apprécié. Des fois, en environnement, on peut avoir l'impression que on n'ose pas trop aller chercher de l'information parce qu'on a peur de remettre en question nos façons de faire, tout ça, mais je sens que vous avez vraiment réussi à créer une genre de synergie avec d'autres acteurs. Oui, bien, l'idée, c'est pas de brusquer personne. Hein. On comprend qu'on a plein d'enjeux, plein de priorités dans la vie. Puis l'idée, c'est vraiment de travailler en concertation pour main dans la main, là, rester solidaire puis faire de notre mieux pour répondre aux enjeux du territoire. Merci beaucoup de nous avoir allumés, éveillés. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Merci de nous avoir suivis dans nos visites. Geneviève, cette fois-ci, qu'est-ce que tu retiens? Bien, je retiens de la part des entreprises qu'on a visitées aujourd'hui, qui travaillent à nous sensibiliser, qui ont vraiment fait un bon travail parce que de toute évidence, ça s'améliore. Les comportements responsables se multiplient. Puis ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment enthousiasmant, c'est que c'est des choses qui sont accessibles, des petits gestes qui sont vraiment à notre portée. C'est ça, il suffit d'y penser. Exact. Merci beaucoup et puis on se revoit très bientôt.